Bienvenue à cette soirée. Est-ce que vous nous entendez sans micro d'abord? Bon, si jamais vous protestez, hein. Mais donc la troisième soirée des prix fédéraux de littérature. Donc ce soir, à mes côtés, Frédéric Bajac pour le troisième volume du Manifeste Incertain et Anna Johansen pour un livre autobiographique, un journal en fait, qui s'intitule L'automne, pendant lequel j'ai appris à jouer du piano. Alors, nous allons commencer avec Anna Johansen et avec cette idée qu'elle a eue réellement d'apprendre à jouer du piano, finalement, tard dans sa vie. Apprendre quelque chose, c'est une question d'ailleurs que Frisch pose dans ses questionnaires. Est-ce que je peux encore apprendre une langue? Est-ce que j'ai encore l'âge de ceci ou de cela? Pour Anna Johansen, c'était le piano. Anna Johansen, vous êtes un auteur de langue allemande qui a une grande œuvre derrière elle. Vous avez écrit plusieurs romans. D'ailleurs, en français, on peut lire au moins 4 livres de Anna Johansen. 2 romans chez Gallimard, Léna et l'analphabète, et aux éditions Zoé, Trocadéro, que je vous recommande vivement parce que c'est un livre déjà ancien, tout à fait extraordinaire. C'est comme nous disions tout à l'heure, le cauchemar d'une maîtresse de maison. C'est un livre très étonnant, c'est une sorte de fable. Et puis, Retour à Oraibi, qui est l'histoire d'une rencontre avec une petite fille une indienne d'Amérique du Nord. Donc ces 4 livres sont disponibles en français, sinon il y a une œuvre importante et surtout un très grand nombre de livres pour enfants que Anna Johansen a écrit, non pas pour ses enfants, mais pour des enfants plus tard. Après avoir écrit pour les adultes, elle a écrit pour les enfants. Michel Tournier disait que pour écrire pour les enfants, il fallait écrire mieux que pour les adultes. Wussten Sie das? Michel, wussten Sie das? Es überrascht mich nicht. Ja, wahrscheinlich habe ich es schon mal gehört. Ja. Est-ce que vous comprenez l'allemand? Voilà. Donc, elle n'est pas étonnée d'entendre ça. Aber sind Sie der gleichen Meinung? Jein. Oui, non. Ich würde sagen, es ist auf eine Art schwieriger für Kinder zu schreiben als für Erwachsene. Ob ich das jetzt sagen will, ich muss besser schreiben, darüber müssten wir noch nachdenken, weil was heißt besser? Aber man muss ich finde eigentlich kein Wort, was das ersetzen würde. Also im Prinzip mit dem, was er meint, hat er recht. Es ist etwas sehr Spezielles und man muss den richtigen Ton finden für die Kinder in dem Alter, wie man sie vor sich hat, wie im Leben. Donc, vous avez compris, je pense que c'est pas forcément. Ça veut dire quoi plus difficile? En fait, ça veut dire peut-être trouver le ton juste. Il faut dire que Michel Tournier écrivait 2 fois le même livre. Par exemple, Robinson ou La vie sauvage, il a fait une version enfant et une version adulte. Er hat das gleiche Buch zweimal geschrieben, mal für Kinder und mal für Erwachsene. Und da müssten wir die Unterschiede anschauen. Ja, eben. Aber in Sie der haben Sprache nicht dieses Problem. Und in der Differenziertheit. Ja, aber das hatten Sie nicht. Also, in diesem Buch beschreiben Sie, dass Sie eigentlich etwas ganz anderes hätte lernen können, zum Beispiel Französisch, das Ihnen nützlicher gewesen wäre als Klavier. Elle se dit, à un endroit, ça aurait peut-être été quand même plus utile d'apprendre autre chose que le piano, quelque chose qui me sert. Also, die Frage ist, warum Klavier? Der Zufall hat den Anstoß gegeben, aber es ist
diese Vorstellung, Klavier spielen lernen und dass es dafür zu spät ist natürlich im Leben immer wieder vorgekommen. Und mit 30 Jahren habe ich gedacht, es ist zu spät, aber das Klavier so zu spielen, dass ich Chopin spielen kann, wie ich ihn gern hören möchte. Und das ist, wahrscheinlich hätte ich die Begabung nie gehabt, aber mit 30 ist es zu spät. Darum ist es, wenn man über 70 ist, erst recht zu spät. Und das war meine Chance, weil ich habe es nicht lernen wollen, obwohl es zu spät war, sondern weil es zu spät war. Dann kann man wirklich, man macht sich keine Illusionen, erwartet nicht so viel und kann einfach schauen, wie komisch sind die Abenteuer, wenn ich Klavier spielen lerne. En fait, il est tout de suite trop tard pour apprendre le piano. Si on veut jouer Chopin comme on voudrait l'entendre à 30 ans, c'était trop tard. Alors, à passer 70, c'était tellement trop tard que c'était finalement rassurant. Elle n'a pas appris à jouer du piano à 70 ans parce que enfin, par défi, parce que c'était trop tard, mais pas bien que c'était trop tard, mais parce que c'était trop tard. Il n'y a donc aucune illusion à se faire et on peut juste s'amuser des difficultés qu'on a. Aber als Sie jung waren, hatten Sie kein Klavier. Und ich hatte das Gefühl, es ist vielleicht ein Nachholbedarf, einmal Klavier spielen zu können. Comme enfant, il n'y avait pas de piano à la maison, il y avait un accordéon. Je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose d'une revanche sur la vie, quoi, de jouer du piano plus tard? Ja, kann ich schwer darauf antworten. Das Buch beschäftigt sich damit, was mit dem Akkordeon passiert ist, ist schwierig. Ich habe ja Altblockflöte habe ich später auch gelernt und dann sogar auch Unterricht gehabt und ziemlich lange gespielt. Also ich habe schon auch etwas ein bisschen, aber das ist, finde ich, jetzt müssen Sie nicht so genau wissen. Alors, à ma question un peu indiscrète, elle me dit qu'elle en fait, elle n'a pas tellement envie de répondre, que c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a dans le livre une question d'accordéon qui s'est mal passée. Elle a eu un accordéon, elle a eu et plus tard elle a joué de la flûte à bec, et ça a mal marché. C'est juste ce que je raconte. Mm-hmm. Et finalement, c'est une question qu'elle préfère laisser de côté. Alors peut-être pour se donner une idée de ce début de piano, on va lire le début de votre livre, en allemand d'abord, pour un bout, et puis ensuite en français. Ou peut-être le contraire, d'abord en français. Wir werden jetzt die erste Stelle vorlesen. Mhm. Gut. Vielleicht sollten wir noch sagen, dass eben der Wunsch, das Klavierspielen vom Lernen wollen, vom Wunsch begleitet war, diese Chance, spät etwas Neues zu lernen, dass ich das nicht wieder vergessen wollte, sondern genau zuschauen, wie es abläuft und dass das dann, dieser Wunsch, es aufzuschreiben, dass das zum Tagebuch geführt hat. Das war die Grundmotivation, das Buch zu schreiben. Das fände ich noch wichtig zum Wissen. Bien sûr. Alors, il y avait donc dans cette approche du piano le désir de faire encore quelque chose de nouveau avec ses mains et de le... Alors en fait, le livre vient de son désir quand même de se souvenir de la manière dont ça s'est passé, cet apprentissage, de ne pas oublier ça. Qui a généré ce journal que nous lisons. Ja, und wenn man aber dann sich an das Lernen aufschreibt und sich an früheres Lernen erinnert, kommen Menschen dazu und das hat mich zu Inhalten geführt, die ich am Anfang gar nicht im Sinn hatte. Ja. Quand on apprend quelque chose, quand on fait quelque chose, il y a des gens qui sont en jeu et ça l'a amené bien sûr à des contenus qui vont plus loin que l'apprentissage du piano, comment ça marche.
Il ne s'agit pas uniquement de savoir comment elle a appris le piano. Ja, ganz viel Erinnerung. 22. September. Ich lerne Klavier spielen. Was dieser Satz bedeutet, weiß ich noch nicht. Es gefällt mir, das nicht zu wissen. Dagegen verwirrt mich, was er früher bedeutet hätte. Meine Großeltern hatten ein Klavier, ein schwarzes, die väterlichen Großeltern. Bei den mütterlichen gab es nicht mal ein Schifferklavier, sondern eine Quetschkommode. Für die Schweizerinnen unter Ihnen, eine Quetschkommode ist ein Schweizer Orgel in Norddeutschland. Das heißt Quetschkommode. Aber immer einen der vielen Onkel oder älteren Vettern, die uns damit verzaubern konnten. Auf der väterlichen Seite stand das Klavier. Es gab nur einen, der es spielte. Und den konnte ich ebenso wenig leiden wie die Art, wie er das Klavier spielte. Er war der ältere Bruder meines Vaters und von Statur genauso pompös, wie er in die Tasten griff. Jetzt kann sie vielleicht übernehmen. Au cours des années de guerre, nous l'avons entendu jouer là-bas à Noël, après que j'eus traversé l'hiver une bonne heure durant, traîné sur une luge. Mon père en était un qui ne jouait pas du piano, mais qui aimait bien photographier. C'est pourquoi je suppose que c'est lui qui a fait la photo qui me montre sur la luge, et que je m'imagine qu'il n'a passé que pour un bref instant la luge à ma mère pour pouvoir nous photographier. Il était soldat depuis mai 1940 et il avait des vacances de Noël. Le mariage de mes parents n'a pas survécu à la guerre. À l'automne, je suis entrée à l'école et à partir de là, je n'ai plus rendu visite à mes grands-parents que seule, pour revoir mon père ou pour passer une semaine de vacances à la campagne. Dans la basse-cour, je pouvais m'asseoir sur la balançoire, au salon jouer du piano, avec beaucoup de curiosité et peu de succès. Et en de rares occasions, je pouvais écouter l'oncle déplaisant tandis qu'il jouait du piano. La musique m'attirait, le pompeux me repoussait. Mein Großvater war Hauptlehrer an einer 4-klassigen Dorfschule. Darum wohnte er mit seiner Familie in der an die Schule angebauten Wohnung. Einer Wohnung mit größeren Räumen als damals üblich und höher waren sie auch. Darum hatte er ein Klavier. Meine Freude an dem Instrument gefiel ihm so sehr, dass er versprach, ich würde es später einmal erben. Depuis, plus de 60 ans se sont écoulés. J'ai appris et vécu bien des choses, mais pas ce que c'est qu'apprendre à jouer du piano. C'est ça que je veux à présent. Hier, mon bien-aimé m'a apporté son piano. C'était triste, car il ne peut plus s'en servir. Ses nerfs auditifs ont tellement baissé que les sons ne lui parviennent plus que déformés. Et c'est un plaisir, dit-il, parce qu'il part chez moi et pas n'importe où. D'ailleurs, ce n'est même pas un piano, c'est un clavier sur lequel on peut produire aussi des sons d'instruments à cordes ou de chœur. Mais moi, je ne veux qu'apprendre à jouer du piano. Aujourd'hui, je me suis rendue en ville pour aller acheter une méthode de piano. Toute ma vie, j'ai accompli avec mes doigts de nombreux travaux et surtout des travaux fins. Ils ne sont pas maladroits. C'est pourquoi je les crois capables d'apprendre encore. Ou plus exactement, c'est ma tête que je crois capable d'apprendre encore. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai travaillé à côté de mes études comme secrétaire du matin et j'ai appris à taper avec mes 10 doigts. J'ai donc acheté un livre, renoncé à la familiarité de mon système à 4 doigts et fait des exercices de doigté jusqu'à ce qu'une nouvelle familiarité se soit manifestée.
C'est avec bonheur que je me rappelle mon sentiment au moment du D-A-S-K-E-L. Et je m'attends à ce que cela se reproduise à présent. Mais je m'attends aussi à ce que ce soit plus difficile. Je veux me laisser le temps. Je veux avoir de la patience et pas de but, surtout pas de but élevé. Le but devra toujours être le pas que je suis en train de faire. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Anna Johansen, warum wollen Sie keinen Professor haben? Pourquoi apprendre sans Professeur? Das hängt sicher mit meinen Kinderjahren zusammen, als wir uns das nicht leisten konnten. Und ich wahrscheinlich immer noch, wenn möglich, versuche, diesen Werten nachzuleben. Ich glaube, so ist es. Ça a à voir avec son enfance, quand on ne pouvait pas se payer de piano de toute façon et pas de professeur non plus, et qu'elle ait toujours tendance à vivre encore selon ses critères d'économie. Ich dachte auch, vielleicht ist es einmal schön, ohne Wörter zu lernen. Je me disais que peut-être c'était bien d'apprendre quelque chose sans les mots. Ich glaube, das hat beide Seiten. Eben das eine, dass ich mich eben den Dingen, die für meine Mutter zwar schwer waren, aber funktioniert haben, immer noch verpflichtet fühle. Und deshalb, was man selber machen kann, macht man selber. Und das andere ist dann aber auch, dass ich dachte, ja, ich kann mich besser beobachten, wenn ich mich nicht noch mit einer Lehrkraft auseinandersetzen muss. Das Abenteuer wird einsamer, aber vielleicht anders, als wenn ich eine Schülerin wäre. Il y avait deux choses. D'abord, le rapport à l'éducation, à la mère, ce qu'on peut faire soi-même, on le fait soi-même. Là, c'est toujours resté. Et puis l'autre chose, ça rend une expérience un peu solitaire, mais elle est plus... qu'est-ce qu'on pourrait dire plus riche. Einsame, aber... Das ist sehr schwer zu beschreiben, was dahinter steckt. Es ist eben, wenn ich eine Schülerin von einer Lehrerin bin, spielen sich andere Dinge ab, als wenn ich mir nur selber zuschaue. Si j'avais eu une professeure, il serait passé d'autres choses alors que je voulais m'observer moi-même. Was war schwierig dabei? Qu'est-ce qui était difficile, oui? Beim selber Lernen. Beim Lernen. Fast alles. Grauenhaft. Das Allerschwierigste ist natürlich, dass die linke und die rechte Seite getrennt denken müssen. Und da bin ich in der Zeit, die ich gelernt habe, noch nicht hingekommen. Aber inzwischen habe ich eine große Pause gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass ich wieder anfange und dass ich dann vielleicht auch eine Lehrerin nehme. Alors, la grande difficulté, c'est quand même d'apprendre à penser différemment à gauche et à droite. Et elle a arrêté maintenant il y a un bon moment, et c'est peu qu'elle reprenne un professeur si elle recommence. Eine Lehrerin, kein Lehrer. Ich dachte, die Musikpädagogen wären meistens Pädagoginnen. Je sais pas. Ich weiß es nicht. Habe ich so von Freunden und Bekannten gehört. Die das Wie weit sind Sie gekommen? Jusqu'où êtes-vous arrivé? Was können Sie spielen? Es schwamm drüber. Ich kann auch gar nichts spielen. Ich kann gewisse Lieder in meinem Lehrbuch,
es kommt ja immer auf den Schwierigkeitsgrad an. When the Saints Come Marching In, mit leichter Begleitung, so wie es im Lehrbuch war, konnte ich spielen. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so interessant, sondern viel spannender ist, auf welche Weise bringt einen das durcheinander, wenn man neue Koordinationen mit den Händen und im Kopf lernt. Und wohin bringt mich all das, was mir dazu einfällt. Also von Musik wollen wir bitte noch nicht sprechen. Donc pas question de musique, peut-être quelque chose comme When the Saints Go Marching In, avec un peu la basse. Donc pas question de musique. Ce qui est intéressant, c'est le rapport entre les mains, les deux mains et le cerveau. Wollt ihr etwas weiterlesen? Ja. Also die Beschreibungen dieser Lernprozesse haben wir jetzt nicht in der Auswahl, weil wir können ja nicht so viel lesen, sondern wir Pour le processus d'apprentissage, il vous faut regarder dans le livre. Ja. Wir springen zu einem Beispiel für Erinnerungen über das, was man so als Kind lernt oder dann auch erlebt. Erleben ist ja immer auch Lernen. C'est toujours l'apprentissage, que ce soit en enfant ou plus tard. Am 11. November ist mir durch den Kopf gegangen, eine einzige Reise habe ich mit meiner Mutter gemacht, 1943, als ich 4 Jahre alt war, nach Timmendorf an der Ostsee. Das ist eine Reise mit meiner Mutter. Diejenigen, die Deutsch verstehen, werden vielleicht finden, wieso nur eine Reise. Andere finden vielleicht, wieso überhaupt eine Reise im Jahre 43. C'est en 1943, un voyage avec sa mère à la Baltique, ou à la mer du Nord. Peut-être vous demanderez-vous pourquoi un voyage avec la mer, et d'autres se demanderont peut-être un voyage en 1943. Anna Johansen est née en 1939, donc Brême en Allemagne. 1943, c'est peut-être pas le moment de faire des voyages non plus. Das große graue Wasser, das sich am Ufer langsam bewegte. Kostbare kleine Muscheln lagen am Strand. In der Ferne löste sich das Ufer im Dunst fast auf, aber nicht ganz. Andeutungsweise sah man im Osten eine Landzunge, von der es hieß, sie sei militärisches Sperrgebiet. Mir war unheimlich, dass der Krieg auch an einem solchen Ort zu Hause war, während er doch sonst in diesen 2 Wochen ohne Sirenen und Bombengeschwader in weiter Ferne zu sein schien. Also war der Krieg auch im flachen Uferwasser, in dem wir herumplanschten. Aber das konnten wir vergessen. Wir hatten viel zu tun, Metta und ich, ein anderes kleines Mädchen in meinem Alter. Jetzt hören Sie das noch auf Französisch. La grande eau grise qui se mouvait doucement sur le rivage. De précieux petits coquillages gisaient sur la plage. Au loin, le rivage se dissolvait presque dans la brume, mais pas totalement. On voyait très vaguement, à l'est, une langue de terre dont les gens disaient que c'était une zone interdite militaire. Je trouvais inquiétant que la guerre fût chez elle aussi dans un endroit comme celui-ci, alors qu'en dehors de cela, elle semblait très lointaine durant ces 2 semaines sans sirène ni escadrille de bombardiers. Ainsi donc, la guerre était présente aussi dans l'eau peu profonde du rivage où nous pataugions. Mais cela, nous pouvions l'oublier. Nous avions beaucoup à faire, Metta et moi, tandis que nos mères étaient assises dans des fauteuils de plage en osier et nous regardaient enfoncer des coquillages sur de petits châteaux de sable, ou faire des pâtés de sable avec nos petits moules, et retourner sans cesse chercher de l'eau dans nos arrosoirs pour remuer la pâte à gâteau. Einmal ging ich Wasser im Meer holen, aber bevor ich es schöpfen konnte, kam ein kleiner Junge, nahm mir die Gießkanne aus der Hand und wollte sie nicht zurückgeben. Ich war entsetzt über das Unrecht, hatte aber keine Ahnung, was man in einem solchen Fall tun muss.
J'ai essayé de recourir aux mots, comme je l'avais appris, mais cela n'a servi à rien. Les empoignades, je ne connaissais pas. Mais j'ai tenté ma chance et j'ai saisi l'arrosoir pour le lui reprendre, sans succès, car il défendait son bien et m'a mordu la main. Et comme cela non plus, je ne l'avais encore jamais vécu, j'ai couru vers les mères, pleurant d'indignation, pour leur montrer comme on voyait ses dents sur ma main. Les mères ont réglé le problème en se servant de leur autorité, ce qui était réconfortant, mais inquiétant aussi, parce que cela ne faisait que rendre plus nette encore mon impuissance. Seit dieser Reise liebe ich Strandkörbe und grusele mich vor Quallen, wie sie das Meer an Land spült. Das Verblüffendste, was ich an diesem Strand gelernt habe, war aber etwas ganz anderes. Es hatte auch mit einem kleinen Jungen zu tun, aber ich glaube, das müssen Sie dann lesen, den ganzen Zusammenhang. Il ne portait pas de caleçon de bain et pissait sans s'accroupir dans son château de sable. J'avais toujours su distinguer les garçons des filles, mais ne soupçonnais pas qu'il pourrait y avoir une différence supplémentaire qui se cachait sous les vêtements. J'ai regardé ce curieux appendice et l'ai trouvé très superflu. Il m'est apparu, pour l'exprimer avec mes mots d'aujourd'hui, comme un caprice de la nature, non seulement bizarre, mais vain aussi. Alors que jadis, je me suis dit, comme c'est peu pratique, c'est pourtant bien plus simple sans. À partir de ce jour, j'ai su quelque chose d'essentiel sur le sexe masculin qui ne m'a pourtant pas préoccupé davantage jusqu'au jour où, œuvrant aux préparatifs du brevet de natation à la piscine, je me reposais un instant au bord du bassin, le regard tourné vers le haut, où un homme portant un caleçon de bain trop large se tenait debout et chamboula ma représentation selon laquelle les hommes étaient bâtis comme ce petit garçon au bord de la Baltique. Ce que je vis malgré moi dans ce caleçon de bain, je pourrais difficilement le décrire s'il ne me revenait à l'esprit ce que Donald Bartel m'a qualifié, dans un texte que j'ai traduit il y a des années, comme de la boue autour des racines. Broussailles serait peut-être un terme plus approprié. Mais même cette image monstrueuse, j'ai pu la corriger par la suite, parce qu'elle avait, Dieu merci, très peu à voir avec la vraie vie. On pourrait dire de ce journal que c'est un roman d'apprentissage, roman d'apprentissage à taper sur des notes, mais aussi un roman d'apprentissage dans la mesure où le souvenir est extrêmement présent et où tout le passé revient d'une façon très vivante, comme s'il n'était pas du tout passé. Man könnte sagen, dass dieses Tagebuch eigentlich ein Bildungsroman ist. Denn es ist immer von Lernen die Rede. Ja. Sehen Sie das? Also beaucoup de souvenirs, die Erinnerungen kommen von ihrer Mutter, von ihr Leben mit ihr zusammen. Aber es ist alles, kommt alles vom Denken ans Lernen her. Das war die Absicht am Anfang. Und man muss ja, wenn man sich erinnert, erst dann irgendwann etwas aufhängen. Man könnte chronologisch schreiben. Das hat mich nun überhaupt nicht gereizt. Und es haben mich eigentlich auch zunächst mal nur die Dinge gereizt, die mit dem Lernen zu tun haben. Und die führen uns dann zu den Menschen, die dazugehört haben. Und Menschen muss man ziemlich genau beschreiben, weil wir Menschen so verschieden sind. Und wenn wir es nicht genau beschreiben, machen sich alle noch falschere Vorstellungen, als wenn man es genau tut. Alors, bon, tout ceci a à voir avec l'apprentissage. Il y a, je ne, dit Madame Johansen, je ne peux pas écrire d'une manière linéaire, chronologique, c'est ennuyeux. Et puis bien sûr, quand on apprend quelque chose, ça fait remonter, ça fait penser à des gens qui ont été pris dans des processus d'apprentissage avec nous. Et si déjà on parle des gens, il faut les décrire avec beaucoup de précision.
car nous sommes tous très différents, et si on ne les décrit pas avec précision, les gens, on se fait des conceptions encore plus fausses de ce qu'ils sont que ça. Ce qui est, je trouve très fort dans ce livre, donc ce livre se déroule, les souvenirs se déroulent beaucoup pendant cette période de la guerre, où la petite fille et la mère vivent ensemble. Le père, elle l'a dit le texte l'a dit tout à l'heure, le mariage n'a pas survécu à la guerre comme beaucoup d'autres. Donc elles sont deux, une femme et une enfant ensemble, qui doivent se faire une vie très, très difficile matériellement. Man hat das Gefühl, wenn man das Buch liest, dass euer Leben, ihr beiden zusammen, war schwierig. Es war Krieg, es gab wenig zu essen, man musste schwer arbeiten, aber dass es auch eine glückliche Zeit war, dieses Leben zu zweit. Dieser Aspekt war sehr glücklich. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch in der Zeit des Krieges, dass ich mehr Sicherheit erlebt habe, dank meiner Mutter, als eigentlich da war. Finalement, j'ai, grâce à ma mère, ressenti plus de sécurité. Finalement, c'était une période heureuse, bien que ce fût une période de guerre. Vous avez beaucoup appris d'elle, appris à apprendre. Sie haben von ihr viel gelernt, zu lernen gelernt eigentlich. Ja. Ja. Zu leben, zu denken gelernt. Meine Mutter hatte sehr wenig Ausbildung, aber sie konnte sehr gut denken. Ma mère avait peu d'éducation, mais elle savait penser. Et j'ai appris d'elle à penser. Vous avez conservé une façon de, je dirais, un sérieux dans l'apprentissage. Peut-être pas un sérieux, mais une Gründlichkeit, comme on dirait. Comment tu dirais ça en français? Je ne sais pas, c'est l'équivalent, le fait d'apprendre les choses vraiment jusqu'au bout, de faire le travail jusqu'au bout. Une rigueur. Oui, une rigueur, c'est tout à fait juste. Alors, il y a ce thème de la vie pendant la guerre, il y a le rapport au père. Comment dit le rapport? Der Bezug zum Vater ist ein schwieriger. Ja, das ist ein wichtiges Thema bei den Erinnerungen, weil es für mich sehr viel offene Fragen. Ja. Tout ceci est décrit dans le livre et c'est quelque chose, j'ai l'impression, sur lequel c'est difficile de revenir par oral, mais waren diese Erinnerungen eigentlich leicht zu schreiben? Est-ce que c'était facile de réécrire tous ces souvenirs? Ist Ihnen die literarische Form einfach gekommen? Nein, das war sehr schwierig für mich und hat sich ganz anders angefühlt als alles frühere Schreiben, wo ich auch immer von Personen im Zentrum hatte, die ich von sich sagten. Aber dieses Ich war nicht ich. Und jetzt war es ich und es ging nicht darum, etwas zu erfinden, sondern auf der Suche zu sein nach Wahrheit. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn man ein Buch schreibt. Bei Fiktion arbeitet man ganz anders. Das muss kohärent sein und zueinander passen und auch in die Tiefe gehen. Aber es ist etwas anderes, als wenn man möglichst wahr sein möchte. Das ist fast literaturfremd. C'était très difficile. Madame Johansen a écrit plusieurs livres au jeu, mais ce jeu n'était pas elle. Ici, c'était elle. Donc, il était question non pas de la cohérence du personnage ou du récit, mais puisque le récit était donné en fait, les faits étaient là, ils étaient dans la mémoire. Il s'agissait plutôt de trouver la vérité, et ça c'est très difficile. Il y a un autre thème dans ce livre qui est très important, qui a à voir avec l'apprentissage aussi, c'est le jardin.
der Garten ist ein großes Thema. Und das hat auch mit Lernen zu tun. Wer einen Garten hat, weiß, dass man dort sehr viel zu lernen hat, weil man sehr viel falsch macht. C'est un domaine où on se trompe beaucoup dans le jardinage. Et donc, il y a beaucoup à apprendre. Man hat das Gefühl, Sie haben eigentlich wenn es falsch ist, ist es eine neue Möglichkeit zu lernen. Ja, besonders im Garten, ja. Ouais. Les erreurs, mais dans d'autres endroits dans le livre, les erreurs paraissent comme une possibilité d'apprendre plus. Et ça, c'est c'est assez stimulant. Il est beaucoup question dans ce livre d'ailleurs d'apprentissage de toutes sortes de choses, qu'on fait avec les mains, jardin, bricolage, couture, tricot. Es war schwierig, sagen Sie, war es auch schön zu schreiben, diese Erinnerungen wieder zu... Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était agréable, est-ce que c'était... Ich würde es jetzt von mir aus nicht so nennen, aber wahrscheinlich schon, ja. Probablement oui. Ja. Man hat ja eigentlich nicht so, man weiß nicht genau, wie viel hat man eigentlich in der Erinnerung. Und das ist schön zu merken, dass durch das Schreiben sich zeigt, dass eigentlich sehr viel im Kopf hängen geblieben ist von früher. Wir denken immer nur an Bedauern, was wir nicht mehr wissen. Diese Trauer kommt natürlich auch immer. Dass ich bei dem, was ich heute, so alt wie ich bin, genauer wissen möchte, dass ich niemanden mehr fragen kann. Dass viele Fragen für immer unbeantwortet bleiben. Und das sind halt Fragen, die ich vor 40 Jahren noch nicht hatte. C'était bien, c'était beau de retrouver, de savoir qu'on avait en soi toute cette mémoire. Il y avait aussi ce deuil de savoir qu'on ne pouvait plus poser les questions aux gens, des questions qui, il y a 40 ans, quand on aurait pu les poser, on ne savait pas qu'on voulait les poser. Et c'est un processus complexe. Et effectivement, c'est un livre sur, vous l'aurez compris, sur la mémoire et sur la reconstruction de cette mémoire. Ja, wollen wir noch ein letztes Stück lesen? Vielleicht sollten wir noch sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass ganz durch Zufall diese ganze ziemlich kurze Epoche am 22. September angefangen hat. Ich hätte ja gar kein Herbsttagebuch schreiben können, wenn ich das Keyboard im Juni bekommen hätte. Und das ist ein sehr glücklicher Zufall, weil zu meinem Alter passt ein Herbsttagebuch einfach sehr gut. Elle est contente d'avoir commencé le 22 septembre parce qu'un journal d'automne à son âge, c'est adéquat. Aber wieso im Juni hätten Sie nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der ganze Entschluss, Klavier spielen zu lernen, weil das Keyboard kommt, wenn das im Juni gewesen wäre, hätte ich das Tagebuch im Juni geschrieben. Ja. Es wären ganz andere Gartenarbeiten vorgekommen und ich hätte nicht so diese Herbst des Lebens Assoziation haben können. Ja. Und wir hätten es nicht nennen können, der Herbst. Hätte dann heißen müssen, der Sommer, in dem ich Klavier spiele, wäre auch bisher ein bisschen nicht so sinnvoll. D'accord. Darum, ich wollte hiermit offiziell dem Zufall danken. Donc vous aurez compris que l'été où j'ai appris à jouer du piano n'aurait pas fonctionné. Donc c'est bien qu'elle ait pas reçu son clavier en juin, mais en septembre, le 22 septembre. Den Zufall brauchen wir beim Schreiben nämlich auch, nicht nur auf diese banale Weise. Ce genre de hasard banal est utile pour écrire. Et là, c'est la fin du texte en fait. Der Schluss nimmt auf den Anfang Bezug. Wir hatten da ja ein Foto und das kommt jetzt wieder vor. Am 20. Dezember. Pünktlich zum Winteranfang hat das Weihnachtstauwetter eingesetzt im Jahre 2010.
Die Wetterpropheten meinen aber, es werde von kurzer Dauer sein und uns stünden weiße Weihnachten ins Haus. Ausnahmsweise. Beaucoup disent, certes, que jadis les hivers étaient plus beaux et les Noëls plus blancs. Mais je crois que ces souvenirs proviennent des exceptions qui, justement parce qu'elles étaient des exceptions, se sont gravées profondément dans la mémoire. Ou peut-être proviennent-ils des calendriers de l'Avent, des années d'enfance, dont les paysages étaient toujours blancs et rien que blancs. Moi, je ne me rappelle pas la neige de Noël. Mais des exceptions, il y a dû y en avoir aussi en Allemagne du Nord. Preuve en est la photo de la luge sur laquelle on m'a traîné jusqu'à la fête donnée chez les grands-parents. Un long parcours dont je croyais, comme c'est souvent le cas, me souvenir uniquement parce qu'il y avait la photo. An dieses Foto erinnere ich mich gut, aber ich will mich nicht auf die bloße Erinnerung verlassen und es genauer wissen. Es ist besser, Sie lesen, ich lese nachher den allerletzten Satz. Et tandis que je vérifie dans l'album, il apparaît que cette photo n'existe même pas. Ou du moins pas telle que je pensais. Elle date de décembre 1940, alors que je marchais déjà depuis 5 mois, et elle est totalement différente de ce que je m'étais représenté. Je suis seule sur cette photo. Mon petit siège d'enfant est fixé sur la luge avec des cordes, et je suis assise dedans, âgée d'1 an et demi, et enroulée dans de grosses couvertures. La corde qui sert à tirer la luge gît dans la neige. Ma mère, dans son étroit manteau sombre, n'est pas visible sur l'image. Et moi, je ne regarde pas mon père qui photographie, mais à gauche derrière, un peu craintive. Est-ce là qu'elle se tient ? Derrière moi, à quelques mètres de là, un groupe de pins noirs. Mon souvenir raconte tout autre chose. Il parle d'une promenade en luge à travers un vaste, vierge paysage, à côté de l'interminable route nationale qui conduit à Mahndorf, à droite de cette route plus précisément, alors que la photo a été prise soit à gauche, soit à un autre endroit. L'image de mon souvenir doit donc être issue de ma mémoire, ce qui me surprend, parce que l'on dit que notre mémoire ne remonte pas jusqu'à des temps aussi reculés. Mais ce que je me rappelle encore, une image ne peut le montrer. Cette sensation étrange d'être emmitouflée, le vent froid sur mon visage et tant de blanc dans les yeux. Tout cela accompagné de l'étonnement produit par cette première fois, par cette chose difficile à saisir. Et ma mère dans son étroit manteau sombre. Dans ce cas précis, c'est le souvenir qui a modifié une photo, alors que généralement, c'est l'inverse qui se produit. Der Herbst ist vorbei. Ich lerne Klavier spielen. Danke fürs geduldige Zuhören. Merci pour votre patience à l'écoute. Si vous parlez l'allemand, si vous lisez l'allemand, je peux assez vous recommander la lecture de ce journal. Sinon, j'espère qu'il sera traduit dans un délai raisonnable. Frédéric Pajac, est-ce que vous apprenez quelque chose de nouveau? Puisqu'on n'a parlé que d'apprentissage jusqu'ici. J'apprends tous les jours quelque chose. Voilà. Je pensais. Frédéric Pajac, le Manifeste incertain, le 3e volume, a reçu le prix fédéral de littérature en tant qu'œuvre littéraire, en fait, puisque c'est un prix de littérature. Et puis, quelques mois auparavant, il avait reçu le prix Médicis de l'essai. Je trouve que c'est typique
l'ambiguïté de votre démarche, puisque je pense que vous le savez, les ouvrages de Frédéric Pajac depuis longtemps consistent en texte et images, texte et dessin, qui sont dans un dialogue, parfois totalement séparé, parfois dans l'illustration, parfois dans le commentaire, parfois dans même une forme de contradiction. C'est une forme que vous... Il ne faut pas dire illustration, il faudrait dire redondance. D'accord. Redondant, donc. C'est une forme que vous exercez depuis un bon moment. Parce que après, disons, le premier roman, Le Bon Larron, vous avez découvert cette forme avec un livre sur Luther, L'invention de la solitude. Le fait d'écrire et de dessiner et de faire dialoguer les deux choses, comment est-ce qu'il vous est venu à l'idée de faire ça à propos de Luther? Et pourquoi Luther, en fait? C'est une question que je ne vous avais jamais posée. Qu'est-ce qui vous fascine chez ce personnage-là? Rien en particulier. Je dirais que j'ai passé une quinzaine d'années à lire abondamment de la littérature religieuse, théologique, et essentiellement de catholique. Pas forcément la Bible que j'avais lue, mais plutôt les intertestamentaires, les évangiles apocryphes, et puis des auteurs comme Léon Bloy, comme voilà, les extrémistes du catholicisme. Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question, ayant vécu quand même une bonne vingtaine d'années dans un pays en partie protestant, je ne m'étais jamais posé la question de ce qu'était ce protestantisme et qu'est-ce qu'il avait inspiré, qui était son maître à penser, quoi, ou ses maîtres à penser. Je connaissais un peu Calvin, voilà, mais un peu. Et puis, en fait, par hasard, je marchais sur un quai à Paris, devant les bouquinistes, et il y avait un petit livre écrit par un Russe, je crois que c'est Merjekovski, je ne sais plus son nom, qui s'appelait Luther. Puis j'ai dit, tiens, je vais quand même jeter un œil sur ce Luther. Et donc j'ai lu ce livre, puis je me suis dit, c'est quand même assez fou, ce personnage. Bon, c'était un livre qui faisait son apologie, hein, qui essayait de l'émerveiller, quoi. Et je me suis dit, au fond, c'est quand même étrange, un personnage aussi violent, aussi contradictoire, paradoxal, un personnage qui ne croit pas en Dieu, qui est à la fois un anorexique et un obèse, qui est un alcoolique, qui se suicide. Je me suis dit, c'est quand même absolument étonnant, quoi. Et donc, sans réfléchir à faire un livre, j'ai lu beaucoup de textes de Luther, et j'étais étonné par le caractère scatologique et violent de ses pamphlets, et de ses propos. Il y a une partie qui était traduite de ses propos de table, c'est-à-dire que les propos de table consistent à parler autour d'une table et avoir un scribe qui reprend les propos délirants, plus ou moins alcoolisés, on peut imaginer, de Luther, et des grands propos sur tous les thèmes de la société, hein, que ce soit le pape, la guerre des paysans, etc., la femme, la place de la femme, l'éducation, etc. Et puis, bon, le doute chez Luther, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, quoi. C'est-à-dire ce type qui voyait quand il était moine, qui voyait sur son mur, sur la croix catholique, hein, donc il voyait le diable. Donc il avait des hallucinations. Et aussi, c'est quand même assez étonnant. Et puis petit à petit, j'ai écrit sur lui, puis sans trop penser à faire un livre. Puis j'ai fait des dessins un peu pour parler des Allemands, j'ai dessiné des Africains, pour montrer le voyage à Rome, je l'ai mis sur une Vespa. Enfin, tout ça dans un esprit de désinvolture,
mais en même temps de sérieux et de rigoureux quant à la biographie qui se déroulait quoi, dans ce livre. Et ce qui est d'ailleurs, pour l'anecdote, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai envoyé le manuscrit de ce livre, à partir du moment où c'était pour moi devenu un livre, que j'avais mis en page et tout ça. Donc j'ai envoyé ce manuscrit à une vingtaine d'éditeurs, je ne sais pas quoi, et tous les éditeurs français m'ont répondu que ça ne les intéressait absolument pas. Et puis, bref, il ne s'est plus rien passé avec ce livre. Et puis, j'avais aucune réponse, je l'ai envoyé à quelques éditeurs suisses, puis personne ne m'a répondu. Et je connaissais un petit peu Michel Moret, des éditions de l'Air, et puis je demande je le croise un jour, peut-être un an plus tard, hein, un an après cet envoi, et je lui dis, mais Michel, vous ne m'avez jamais répondu sur ce livre, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne veux pas vous demander de l'éditer, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et puis il m'a dit, ouh là là, j'ai pensé que vous étiez complètement fou, et que je ne croyais pas un mot de tout ce que vous avez écrit, donc je me suis dit, voilà, c'est des extravagances et tout ça, mais j'ai quand même pris la peine de l'envoyer à un de mes amis qui est un théologien de Genevois d'ailleurs, un théologien progressiste, enfin je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, et puis pour lui demander si ce qui était écrit pouvait être exact. Et puis il m'a répondu qu'en effet c'était exact, y compris la thèse du suicide de Luther qui se pend, et qui n'est pas très apprécié des protestants rigoureux. Et donc il m'a dit, ben oui, j'ai trouvé ce livre absolument formidable. Puis je dis, mais alors qu'est-ce que vous voulez en faire? Jeter à la poubelle? Vous voulez faire quoi? Et pourquoi vous ne m'avez pas répondu? Puis il dit, oui, ben, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas répondu, mais je crois que je vais l'éditer. Et puis il l'a édité, et il en a vendu 100 exemplaires. Personne n'a compris ce livre, sauf une personne à Paris, Roland Jacquard, qui l'avait reçu, qui a écrit un article élogieux sur ce livre, et il l'a déposé sur le bureau de Michel Contat. Michel Contat l'a mis dans un tiroir, et il est parti en vacances. Et l'article n'est jamais sorti. Et donc ce livre n'a eu aucun retentissement, puisque c'était la seule possibilité, sauf que j'ai appris par Michel Thévaux, qui était un ami de Michel Contat et de Jacquard, j'ai appris que Roland Jacquard avait apprécié ce livre, donc je me suis adressé à Roland Jacquard pour lui proposer l'immense solitude. Alors, parce que à ce Luther en 97 a suivi en 1990 l'immense solitude avec Pavese et Nietzsche sous le ciel de Turin. Orphelin sous le ciel de Turin. Orphelin sous le ciel de Turin, pardon. Et ce livre-là est sorti de manière étonnante aux presses universitaires de France, qui n'était vraiment pas du tout l'endroit où on pouvait attendre une œuvre aussi étonnante. Alors, effectivement, il y avait la forme qui avait été inaugurée dans Luther, et qui était poussée encore plus loin avec ces deux personnages, Pavese et Nietzsche, et vous-même, qui a toujours un caractère autobiographique dans ses livres. Et il y a des thèmes qui reviennent fortement, qui étaient déjà là, qui reviennent tout le temps dans vos livres: l'orphelin, le suicide, une forme de folie. Et ce livre, par le PUF, a eu quand même, alors là, du coup, un écho assez fort. Il a eu d'ailleurs le prix d'antan. Est-ce que je voulais vous demander, votre père, Jacques Pajac, qui était peintre, s'est tué quand vous aviez 9 ans dans un accident de voiture. C'était un épisode extrêmement lourd et qui revient souvent dans votre vie, l'histoire, enfin, le thème de l'orphelin. Du coup, vous avez eu de la difficulté avec la peinture. Vous avez aussi quitté assez violemment les beaux-arts. La peinture, c'était quelque chose d'interdit. Le dessin était quelque chose qui n'était pas touché par cet interdit de devenir un artiste. Moi, je n'ai pas eu tant que ça de problème avec la peinture. Hein. J'ai eu un problème avec mon galeriste. C'est-à-dire que mon galeriste est devenu alcoolique, ou était alcoolique, et je ne dirai pas son nom. Et un jour, c'était la 3e exposition que je faisais chez lui, j'arrive
à 3 heures de l'après-midi, le vernissage avait lieu à 6 heures. Et j'arrive, je lui dis bonjour. Et il me dit, mais je t'ai déjà vu quelque part. Mais en tout cas, j'ai lu de vous des déclarations disant qu'il n'attaquait pas tellement les galeristes que simplement qui attaquait, enfin qui disait je ne veux pas être un artiste. Les artistes, je ne veux pas être un artiste. C'est vrai que la figure même de l'artiste. C'est vrai que pendant de nombreuses années, je ne voulais pas être un artiste. Savoir que mon père était quelqu'un, pour donner un ordre d'idée, donc il est mort à 35 ans, tué par un chauffard, et il était dans une activité absolument démesurée. Je veux dire, il a à peu près produit 10 000 œuvres, il a tout vendu de son vivant, puisqu'il avait des collectionneurs, enfin surtout un galeriste qui lui a tout acheté, et puis quelques collectionneurs, donc il n'avait plus rien. Nous, on a hérité de rien, on va dire. Moi, j'ai acheté des peintures de mon père, et puis il avait fait 3 opéras, notamment un avec Charles Dutoit, avec des gens, avec Leibowitz, avec Michel Puig, avec des musiciens assez importants. Il avait fait de l'architecture, il avait commencé à faire du cinéma, il a fait un dessin animé, il a fait beaucoup de poèmes, il a écrit un journal, parce que je suis en train de préparer la publication de son journal, puisque j'ai retranscrit pendant 1 an tout son journal. Et donc c'est vrai qu'après sa mort, c'était un poids énorme, et d'ailleurs c'était très énervant pour moi, enfin énervant c'est pas le mot, mais c'était blessant, je veux dire, tous ses amis, comme je le ressens physiquement, tous ses amis ont toujours dit « Ah, mais t'es vraiment le portrait de ton père et tout ça, t'es comme ton père, t'es avec ton père et tout ça ». Et au bout d'un moment, c'est vraiment insupportable, quoi. Si j'avais tout de suite été peintre comme mon père, tout le monde m'aurait dit voilà, tu fais comme ton père, t'es comme ton père. Donc en fait, pour me débarrasser de mon père, je n'irai pas faire le deuil parce que je ne l'ai jamais fait. Je ne suis même pas allé sur sa tombe. Et donc ma famille ne m'a pas amené sur sa tombe. Mais pour me débarrasser de lui, quelque part, sans aucune animosité d'ailleurs, mais il fallait que je vive autre chose et puis je fasse autre chose, sachant que ce que je dis dans l'avant-propos du premier manifeste, que juste après sa mort, m'est apparue l'idée de faire un livre écrit et dessiné. C'était quelque chose qui était... j'ai longtemps dialogué avec mon père, je dirais, je sais pas, jusqu'à passer 20 ans, quoi. J'ai toujours eu un dialogue avec lui, c'est-à-dire qu'au sens strict, j'entendais sa voix, quoi. Et j'en rêvais tout le temps, et je rêvais de quelqu'un d'assez bienveillant d'ailleurs. Et voilà, mais je ne voulais pas être tout de suite, me mettre faire 10 000 œuvres. Voilà. Vous avez, depuis l'immense solitude de Chauvin, depuis Luther, vous avez toujours tissé vos récits avec des personnages existants, des personnages des artistes en général, hein. Bon, Nietzsche, Pavese, d'autres personnes, peut-être les tableaux de Chirico, puis par la suite le chagrin d'amour, c'était autour d'Apollinaire. Il y a eu Humour, que vous avez écrit avec Tenray, autour de James Joyce. Et puis dans les manifestes, il y a toujours des figures, entre autres celle qui revient de Walter Benjamin et d'autres personnes. Vous avez toujours dans vos livres un tissage entre des figures existantes, la vôtre, et ce ne sont pas des dessins, mais ce sont jamais des textes de fiction. Alors vous avez fait des romans par ailleurs. Et la question c'est comment viennent les personnages dont vous voulez parler. Par exemple, dans les manifestes, c'est Walter Benjamin, dans le dernier Ezra Pound, Léoto, et d'autres qui ne font que passer, mais qui sont là. Comment est-ce que ces personnages s'imposent? Je dirais que si je faisais de la peinture sérieusement, et de la même manière que j'écris ou dessine mes livres, je mettrais dans mes peintures des peintres que j'aime. C'est-à-dire que j'incorporerais des peintures de Chirico, par exemple, ou pas forcément que j'aime, mais des peintres qui m'intéressent. Alors ce que je fais dans mes livres, c'est que, effectivement,
je parle de moi comme lecteur, quoi. Je suis un lecteur. Ouais. Mais comme beaucoup d'écrivains, de gens qui écrivent, je veux dire, on est tous, même quelqu'un qui n'est pas écrivain, mais qui écrit une histoire, et cette histoire, il pense à d'autres auteurs, évidemment, on pense toujours à d'autres auteurs, on est formé par les auteurs, on est formé, la littérature, c'est un nombre... Bon, moi j'ai toujours été... comment dire, très intéressé par les propos d'écrivains sur des écrivains. Et donc, au fond, je fais ça, c'est-à-dire, sauf que je vais peut-être un peu plus loin dans la mesure où je fais souvent une biographie. Dans ma biographie, je fais une biographie, je fais des biographies, quoi. Des biographies d'auteurs qui ne sont pas forcément les auteurs dont je me sens proche, je dirais même au contraire, plus je me sens étranger, je ne dis pas forcément étranger de l'écriture, mais étranger des comportements, par exemple. Des comportements. C'est toujours passionnant, les comportements. Je fais, par exemple, Nietzsche, ses comportements avec les femmes. Évidemment, on ne peut pas s'identifier. Enfin, il faut être Nietzsche pour s'identifier à Nietzsche. Mais voilà, c'est une surprise. On est vraiment surpris, on est déconcerté, même on est déconcerté par les comportements de Nietzsche ou par ceux de Pavese avec les femmes, ou avec etc. Donc, plus je suis déconcerté, plus ça m'intéresse. Ou avec ceux de Rapande. Alors, Ezra Pound, évidemment, c'est un personnage tellement contradictoire, tellement exalté, tellement hyperbolique, que il y a aussi quand même il y a une certaine saveur à raconter. Moi, j'aime bien raconter. Mes livres sont pas des essais, puisque j'ai reçu le prix de l'essai, mais s'il fallait être juste, c'est pas des essais, ça s'appelle des récits écrits et dessinés. Récits, ça veut dire qu'il y a une narration. Et c'est pas des romans, mais il y a une narration. C'est pas des romans au sens où il n'y a pas des personnages comme dans un roman, mais il y a une narration. Et ça, la narration, c'est vraiment c'est indispensable. Et cette narration, elle est quand même toujours reliée, et les personnages que vous choisissez sont toujours reliés à l'histoire, et à l'histoire récente, et souvent à la guerre. Et dans le dernier des manifestes, c'est évident, Walter Benjamin, Ezra Pound, celui qui tente de fuir le nazisme et le fascisme et qui se suicide à la frontière, et celui qui délire sur Mussolini et qui fait l'apologie du fascisme. Et Léoto qui, entre les deux, a des positions souvent ambiguës. Donc, vous voulez avoir cet ancrage dans l'histoire. Oui, en fait, ce manifeste, c'est la question, c'est vraiment la question de qu'est-ce que c'est que l'histoire pour moi. Pas seulement pour moi, pour nous, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Est-ce que l'histoire, c'est vraiment celle qu'on nous enseigne? Est-ce que c'est l'idée qu'on en a? Est-ce que c'est... Je ne crois pas. Et donc, souvent, notamment chez Benjamin, il y a des impulsions, il y a des comment on peut dire ça? Des intuitions très fortes sur qu'est-ce que c'est l'histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on oublie, l'histoire qu'on oublie, chez lui, c'est précisément ça, c'est-à-dire l'histoire des moins que rien de la société, qui font partie de l'histoire, puisque nous, on a notre vision de l'histoire, d'abord c'est une histoire qui est faite dans des dates. Pourquoi des dates? Tous les jours, il y a une date, chaque seconde est une date. Mais pourquoi ces dates? Pourquoi des dates guerrières? Pourquoi des dates de couronnement de rois? Pourquoi des dates de l'histoire des vainqueurs? Et pourquoi pas raconter, oui, je sais pas, quand une princesse d'aujourd'hui accouche d'un enfant, c'est l'information suprême, je veux dire, alors que toutes les secondes, il y a un enfant qui meurt ou qui naît, je veux dire, et pourquoi cette information est supérieure à l'autre? Donc, mais l'histoire, c'est aussi, pour moi, l'histoire, c'est une continuité, et ça doit être une continuité, parce que si on
on s'arrête à l'histoire présente et immédiate, ce qu'on appelle l'actualité. Si on s'arrête à ça, d'abord on ne lit pas notre passé, on ne se relie pas à notre passé, et on ressent encore moins le futur. C'est-à-dire on est même effaré par le futur, donc par l'avenir. Et donc, à mes yeux, il faut, j'espère, faire en 9 volumes, donner ce sentiment de la fluidité de l'histoire. Un manifeste, il y a celui du Parti communiste, il y a le manifeste Dada, il y a des manifestes de surréalisme. Le manifeste, c'est proclamer quelque chose. Le vôtre, il est incertain. Comment est-ce que ces deux mots s'articulent? Ça ne s'articule pas. D'accord. Bon, alors ça, c'est le 3e. Il y en aura 9 d'annoncés. Et en même temps, vous dites que vous aimez l'idée d'un livre sans fin. Alors pourquoi 9 et puis pas sans fin? Par goût de la contradiction, je dirais. Je pense qu'il sera sans fin. Ouais. Voilà. Mais on a une fin. Donc, 9, c'est plausible. Encore 6. Ouais, encore 6. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a pas une. Je dis ça comme ça, un peu. Ça n'a pas une grande importance. Vous n'avez pas un plan chez vous que dans le 4e, il y aura... Non, mais je ne veux pas avoir de plan, mais je ne veux même pas avoir de méthode de travail, je ne veux pas avoir ni de lieu de travail. Chaque livre ça doit être pour moi une aventure très différente, quoi. Je dis par exemple, ma façon de dessiner depuis les 2 premiers volumes, mais ce ne sera pas le cas pour le 3e, ou peu, mais par exemple, je ne dessine jamais. Ce qui est rare. Je suis comme éditeur de dessinateurs, je sais que je suis dessinateur et qui dessinent tous les jours, ils sont énormément de dessins souvent. Et moi, je dessine jamais. J'ai décidé de dessiner pendant 1 mois et demi pour faire mon livre. Tous les dessins d'un coup. Voilà. Par exemple, le dernier manifeste 3, j'ai tout fait. J'ai jamais réfléchi au dessin et j'ai pas fait une esquisse, rien du tout. D'ailleurs, je fais pas d'esquisse, mais j'ai fait ça en 1 mois et demi pour me plonger totalement dans le dessin, pour me plonger dans un rapport presque hypnotique, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, j'entends les oiseaux chanter, et je vois qu'il est 8h du matin, et puis je vois que j'ai fait 7 dessins, mais je ne me suis même pas rendu compte. Je ne me rends même pas compte que quand je commence, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Et l'écriture? Non, l'écriture, c'est très différent. L'écriture, ça demande beaucoup de... D'abord, il y a de la lecture, puisque, encore une fois, je lis énormément pour pouvoir écrire. Et donc, je prends des notes. Après, je dicte mes notes, parce que j'ai quand même des centaines de pages de notes, enfin 200-300 pages de notes. Et puis, c'est à partir de ces notes que je peux me guider dans ce que j'ai lu, parce que sinon, ce serait impossible. Je ne peux pas retrouver la page où j'ai lu telle chose. Et puis, par contre, j'écris tous les jours, mais dans les cafés, dans les trains, dans les hôtels, quoi, puisque je voyage beaucoup. Donc j'ai pas de bureau, j'écris pas à l'ordinateur. Voilà. Et ça, l'écriture, ce sera toujours quelque chose. C'est la liberté, quoi. Alors que le dessin, c'est la punition. Mais cette punition vient sur le texte déjà écrit? Non, parce que le texte, il peut être écrit, mais je pense à, je sais pas, un passage, par exemple, quand je pense à un passage sur Pound, je me dis, c'est fou, j'étais au musée de Naples, j'ai vu ces statues, etc., ces bustes, j'en ai fait des photographies, et je me dis, tiens, je pourrais essayer de m'inspirer de ces photographies et montrer ces personnages qui ont été illustres et qui sont maintenant des anonymes parmi les anonymes, sauf qu'ils ont un buste. Tous les anonymes n'ont pas un buste, sinon l'humanité, c'est extraordinaire. Et on peut imaginer s'il y avait des millions de bustes, quoi. Mais non, ça c'est juste des personnages anonymes. Et je me dis, voilà, je vais dessiner ces bustes parce que je ressens quelque chose entre Ezra Pound et ces bustes. Voilà. D'autant plus avec sa fascination pour le fascisme, oui, bien c'est pas si précis que ça. Les bustes romains, oui. C'est pas si précis que ça. C'est une impression. Voilà. On revient sur l'articulation du texte et de l'image, sur la construction de ces livres.
on reviendra après. Je propose qu'on écoute maintenant un fragment. Mais la question se pose quand même, puisque le texte existe. Est-ce que le texte existe en tant que tel? Je veux dire, est-ce qu'il est indépendant? Vous pouvez lire des extraits sans voir les dessins qui l'accompagnent. Il n'y a pas toujours des dessins. Hein. Non, c'est vrai. Il y a même pas mal de pages où des fois, par exemple, dans le dernier, il y a une nuit que j'ai passée dans un bar à Marseille avec un espèce de type, une espèce de je sais pas, cadre, un cadre qui m'a bien voté Front National et tout ça. Et puis on part dans une discussion jusqu'à 8h du matin, 8-9h du matin. Les résumés, je dirais. Voilà, les résumés, c'est vrai que bon, et puis c'était très alcoolisé, tout ça. Mais bon, ça, je l'ai écrit d'une traite, et puis je ne voyais pas d'image là-dessus, ça n'avait pas de sens. Et j'aime bien qu'il y ait toujours du texte, des choses un peu plus. Par exemple, les réflexions sur l'histoire, qui sont pas toujours toutes simples non plus. Je ne vois pas tellement quel dessin je vais mettre. Je trouve que le dessin, il peut aussi parasiter. Hein, il peut accompagner, mais il peut parasiter. Oui, c'est bien pour ça que la question de la construction, elle est importante. C'est pour ça que je vous posais la question du texte séparé de l'image. Non pas qu'il soit pas, qu'il ait besoin de l'image pour être compris, mais est-ce qu'ils ne sont pas dans un dialogue? Mais ça fait rien, on va écouter maintenant puisqu'on ne peut pas voir en même temps. Je vous rassure, c'est pas très long. Pas trop long. Depuis longtemps déjà, les esprits sont enfouis dans les entrailles de la terre. Mais les voilà qui décident de revenir parmi nous. Ce ne sont ni des immortels, ni des fantômes, mais tout simplement des esprits. Ils portent chacun le nom d'un caractère bien trempé. Il y a là le bonheur, le désespoir, l'appétit, l'envie, la paresse, la colère. Et puis il y a la fatigue, longue silhouette amaigrie, les yeux cernés de noir, la coiffure comme une botte de foin brûlé. On l'appelle aussi la grande fatigue. Il y a encore la douleur, la joie, la peur, le chagrin. Le bonheur, lui, est un petit esprit dodu, toujours de bonne humeur, et qui ne crache pas dans son verre. Il aime la bière et le cidre, assez pour lui gonfler l'estomac et lui mouiller les yeux. Maintenant, les esprits sont au complet. Ils se dispersent partout, par petits groupes, par deux, ou chacun pour soi. Je suis dans la maison. Je suis seul. Je ne fais rien. Il n'y a rien à faire, sinon des courses pour préparer le repas et laver le linge, donner un coup de balai, arroser le jardin. Je suis seul dans la maison. J'écoute la maison. Je me tiens à l'affût du moindre bruit. Dans la maison, j'ai l'impression qu'il y a une autre maison. Une maison dans la maison. Dans le ventre de la mère, il y a un autre ventre. Un ventre qui mange dans son ventre à elle. Et puis un cœur, un autre cœur. Un cœur qui bat tout près du cœur de la mère. Dans la maison, il y a une autre maison qui habite la maison. Peut-être une maison d'autrefois, une maison où vécurent d'autres gens, des êtres vivants, des âmes, qui ont un jour fini par épaissir le silence. Mais il n'y a pas de silence. J'entends le grincement des arbres, le froissement des feuilles dans le vent, le bourdonnement des mouches, la voix rauque d'un vieux chat. Et quoi encore? Une motocyclette pétarade au loin, la sirène d'un bateau hurle dans le port. C'est déjà septembre, il n'y a presque plus personne ici. Tout le monde est parti. L'été, des gens se sont assis sous la véranda. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont ri, pleuré peut-être. Ils ont parlé des heures et des heures jusqu'au petit matin. Je les entends encore. Les rires et les histoires d'une autre nuit dans la nuit, d'une autre maison dans la maison, une maison d'autrefois il y a déjà si longtemps. Je me suis couché dans le lit, je tombe de sommeil, je m'endors, mais tout à coup j'entends du bruit dans la maison. Quelqu'un a ouvert la porte. Je l'entends qui se glisse dans le couloir. J'entends le bruit de ses pas. Le plancher grince. C'est sûr, il y a quelqu'un qui marche tout doucement pour ne pas se faire entendre. Mais je l'entends. Je l'entends distinctement. Qui est là? Répondez. Qui est là? Ne t'inquiète pas, c'est moi. C'est la paresse. Ah, c'est toi. Mais dis-moi, tu n'es pas seul, n'est-ce pas? Qui est avec toi? On ne voulait pas te réveiller. Je suis venu avec la bêtise et puis avec l'impatience. Moi, depuis toujours, j'aime la bêtise et j'adore l'impatience.
Il n'y a pas si longtemps encore, on les aurait condamnés, on les aurait pendus par les pieds jusqu'à leur violacer la tête. Mais la bêtise n'est pas si bête, et l'impatience est très patiente quand il faut. En tout cas, ces deux-là sont au courant de tout. Elles savent très bien ce qui va se passer dans les prochains jours. Elles lisent dans l'avenir. Mais que va-t-il se passer dans les prochains jours, et demain, et plus tard, dans ces années qui s'avancent? Tout ce que je sais, c'est que je jetterai mon cœur dans ce jardin où de vieux oiseaux gris se chamaillent à mort. Les petits cadavres mutilés à coups de bec recouvriront tout, et moi je nagerai des pieds et des bras dans ce marais de viande et de plumes trempées de sang. Et puis je reviendrai à la maison. J'irai prendre un bain de vapeur, tout habillé, les chaussures aux pieds. Des gouttes brûlantes tomberont du plafond. Sorti de la baignoire, je m'allongerai sur le lit. Les esprits seront alors surexcités. Ils se mettront à danser dans la maison. Je les entendrai rire, et crier, et chanter. Gentiment, la fatigue vient près de moi. J'ai le dos et la tête en feu. Elle m'applique sur la nuque, et tout le long de la colonne vertébrale, un emplâtre de terre glaise mélangé à des ronces et des orties macérées dans du vinaigre. Je vais quitter la maison. Tôt ce matin, je pars à pied sur le chemin qui mène au sommet de la montagne. J'ai encore mal à la tête, j'ai mal à la gorge, je sens mon sang descendre dans mes jambes, et les voilà qui enflent. Mes chaussures me font mal. À cette saison tardive, il y a encore des milliers de mouches. Elles s'excitent autour de moi. J'ai beau fouetter l'air avec des branches, elles m'attaquent jusqu'au sang. Il faut dire que personne ici n'a le visage, les bras et les mollets épargnés par des enflures ou des croûtes. Les chevaux sont dévorés par les mouches qui s'agglutinent par paquets sur leurs yeux. Le cocher descend pour les chasser, et aussitôt elles reviennent à la charge. Il n'y a rien à faire. Maintenant, le soleil est au zénith. Un court instant, un peu de fraîcheur vient caresser les arbres, puis l'air redevient brûlant. Le chemin court entre les buissons. Je sens ici et là des esprits frissonner dans la torpeur de l'après-midi. Depuis la crête, je distingue d'autres esprits cachés dans les ravins, des esprits accroupis sur d'autres esprits, des esprits déguisés en feuilles et en fleurs que le vent embrasse. J'en suis certain, il y a à présent des buissons dans les buissons, des herbes dans les herbes, du vent dans le vent. Et puis bien sûr, il y a un décor caché dans le décor. Toute cette explosion de branchages, de feuilles et de taillis caressants qui recouvrent la terre desséchée dissimule en vérité des milliers de mendiants infirmes, des enfants vieux de la famine, fleurs aveugles, arbres en marche, montagnes roucoulantes. C'est là l'œuvre rageuse de la misère, cet esprit aux pieds nus, aux cheveux de ficelle en torsade, avec sa vieille blouse de chiffon, déchirée et puante. La misère s'est installée sur la colline. Elle a fait son nid dans la vieille bâtisse que la colère avait habitée jadis, il y a si longtemps. J'entre chez elle. J'ai faim. Je me mets à table dans la salle à manger. La misère vient aussitôt. Elle me sert une assiette remplie d'une eau chaude assaisonnée de piment et d'huile rance, la même huile dans laquelle baigne une friture de poivron. En plat de résistance, il y a des œufs noircis et des crêpes de coq rôties. Mon Dieu, que l'air est poisseux là-dedans. La chaleur me bat les tempes et les mouches qui s'acharnent sur moi. Je m'en vais. Il est bon de courir sur le chemin la tête au vent. Je voudrais ne plus avoir de corps. Je voudrais que mon corps puisse me quitter un instant. Ce que je voudrais surtout, c'est sentir le plaisir immense de l'instant présent. Je voudrais le meilleur, et le meilleur encore, meilleur que le meilleur. Mais quoi et où? Au fond, je sais très bien ce que je veux. Je veux l'esprit du bonheur, l'esprit du petit esprit dodu qui suce à présent ses petits doigts trop sucrés. Allez, je rentre à la maison. Je rentre dans la maison. J'enfile un maillot de bain et je dégringole l'escalier qui mène à la plage. Il y a là sur l'eau, je ne saurais dire exactement où, recouvert par les vagues, un cercueil où je vais bientôt dormir du paisible sommeil de la mort. Je m'étends dans le cercueil, ballotté par les vagues. Ah, toi la mort, tu es bien silencieuse et sournoise, et tu sais t'y prendre pour me faire peur. Tu passes sur moi sans un bruit, tu m'embrasses du bout des lèvres, et puis tu me laisses pourrir sous la terre, ou bien tu me laisses le corps tout gonflé, échoué sur le rivage, grignoté par les oiseaux, ou alors tu jettes un peu de mes cendres dans le ventre du vent. Reviendrai-je un jour à la vie, le visage déguisé, en brins d'herbe, roussi, dans la prairie immense? Deux esprits s'agitent au-dessus de la mer. Je les connais trop bien. Il y a là le chagrin, le bonheur, comme deux complices. Les voilà penchés sur mon cercueil qui prend l'eau, troué de toutes parts, englouti dans les vagues. Quel est donc le chagrin du chagrin? Et quel est donc le bonheur du bonheur? Mais voici que la douleur s'amène. Elle voudrait me faire payer le prix de la mort.
De quel prix s'agit-il? Et combien ça coûte, madame? Je sens la douleur chiffonner mon visage. J'ai mal. J'ouvre les yeux. Soudain, la douleur s'enfonce dans les entrailles de la terre. Et puis le chagrin la suit, et le bonheur aussi. Je me mets debout. Je contemple l'eau de la mer. Le ciel du matin se déplie comme un drap sur le ciel de la nuit. Les miettes du monde s'éparpillent sur le rivage. Je respire profondément le souffle qui vient du large. Je pose ma main sur la nuque d'une femme. Il y a une femme cachée dans la femme. C'est un cadeau. C'est pas du tout dans le manifeste, un certain. Si, c'est dans le manifeste. Pas comme ça. Pas comme ça. Enfin, donc merci beaucoup pour cette version inattendue. Du coup, je me sens un peu empruntée avec mes questions. Je crois que je vais laisser la place plutôt aux vôtres, si vous en avez, pour Madame Johansen ou pour Frédéric Pajac. Sinon, je peux sortir les miennes, mais j'étais effectivement sur ce texte est plus lyrique et plus imaginaire, je dirais, que ceux qui sont... Enfin, il est différent, vraiment, comme forme. Est-ce qu'il serait illustrable? Et il existe dans le manifeste, sous une autre forme. Voilà. Est-ce que vous avez quelqu'un a quelque chose à demander? Alors là, c'est... Demander non, mais dire que, Ou dire, oui. dire que c'est juste foisonnant, magnifique, que ça met plein d'idées dans la tête. Enfin, ça travaille beaucoup dans la tête quand on vous entend lire. J'ai énormément aimé ça. Ce petit moment là, comme ça, très étrange en même temps. Tous ces petits esprits. En fait, j'adore. Merci en tout cas. Merci. Est-ce que vous vous revendiquez comme un autodidacte d'une certaine manière? Vous dites que vous êtes un lecteur, et puis à Berne, dans la remise des prix, vous avez parlé du fond de la classe, de l'élaboration, enfin plutôt des rapports que vous avez avec le premier de classe. Oui, du fait que j'étais dernier de classe. Ouais. Voilà. Voilà. Et est-ce que justement, c'est aussi une manière de dire qu'on peut devenir un lecteur fini sans études, enfin, sans éducation? C'est peut-être mieux même. Là, je pense que c'est compliqué parce que, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, j'ai publié 7 livres aux presses universitaires de France et je suis la seule personne, je pense, de toute cette maison d'édition honorable qui n'est pas un universitaire. Et non seulement qui n'est pas un universitaire, mais j'ai refusé même le système, notamment le système des notes. Je voulais que dans mes livres, il n'y ait aucune note. Et c'était quand même une discussion assez difficile avec le directeur général des PUF, parce que pour lui, c'était invraisemblable de faire des citations sans note. Je lui ai dit une chose qui l'a quand même convaincu. Je lui ai dit, mais je pars du principe que mes lecteurs ont confiance en moi et que je ne peux pas les trahir. Je ne peux pas raconter n'importe quoi, et si je prends une citation, elle doit être exacte au point que dans l'immense solitude, enfin pas tout seul, avec 2 personnes, on a refait les traductions de toutes les citations de Pavese et de Nietzsche. Donc ce ne sont pas parce que je n'étais pas content notamment de la poésie de Pavese, des traductions de la poésie de Pavese, que je trouvais trop lyrique. Mais donc, oui, moi j'ai vraiment lu très tard, quoi. Je pense à 18-19 ans, mais j'ai lu beaucoup. Pendant une période, j'ai lu vraiment beaucoup, quoi. J'avais envie de rattraper tout le retard que j'avais accumulé en n'apprenant rien à l'école, en refusant les cours, en étant toujours suspendu, ou dans les heures d'arrêt, etc. Enfin, j'ai vécu le système comme une punition.
Qu'est-ce qui a déclenché dans votre vie justement cet intérêt pour la lecture? Tout à coup, à 19 ans, enfin, comment on est venu Ben, c'est quelque chose qui me manquait. Je comprenais que la plupart de mes camarades parlaient voilà, on parlait, c'était comme une période, moi je vivais en Suisse à ce moment-là, et je vivais à Lausanne, et à Lausanne c'était comme une ville, je dis c'était, c'est plus ça, c'est une ville où dans les cafés, tout le monde se mélangeait. On trouvait des banquiers, on trouvait des étudiants, des agriculteurs de temps en temps qui venaient, enfin, c'était vraiment très, très mélangé, quoi. Et puis, donc on s'asseyait facilement, et les générations aussi étaient. Et moi je m'asseyais facilement à la table de vieux intellos vaudois, comme ça, plutôt sympathiques. Et puis voilà, j'avais comme l'impression d'être un crétin. Et je pense que j'avais envie de... On était aussi quand même beaucoup à parler du cinéma, mais on parlait pas du cinéma américain d'aujourd'hui, on parlait d'un cinéma exigeant, pour nous le cinéma c'était une culture, quoi. On allait à la cinémathèque, on essayait vraiment de voir, et les livres forcément surgissaient, quoi, dans nos conversations, ça. Puis c'était beaucoup des livres théoriques, moi je lisais beaucoup de livres théoriques, j'ai lu tout le Capital de Marx, j'ai lu toute la correspondance Marx-Engels, j'ai lu des trucs, puis un jour je me rappelle, je devais avoir, je ne sais pas quel âge, 23, 24 ans, je ne me souviens plus exactement, mais j'en ai marre qu'on me parle de Nietzsche, et puis qu'on me dise, et je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas un nazi, Nietzsche, et que c'était pas un antisémite, mais je connaissais pas, donc un jour j'ai décidé, je vais lire tout Nietzsche, et comme ça j'ai lu du début à la fin, et puis là j'ai compris que la sympathie que j'avais pour lui, finalement, elle avait sa raison d'être, quoi. Mais c'est aussi une période où on parlait plus pas seulement de littérature, mais on parlait beaucoup, quand même. C'était les années 73, comme ça, 73 jusqu'à 82, un truc comme ça. C'était une période 81. Ça n'a pas duré très longtemps. Aujourd'hui, dans les cafés, bon, c'est plus la même chose. C'est vraiment plus la même chose. Il y a la musique, il y a tout ça. Il y a plus aussi cette... Je sais pas, maintenant, moi j'ai 60 ans, mais quelqu'un qui a 20 ans, il ne va pas me parler, quoi, spontanément en tout cas. Alors que moi, je parlais à des gens de 60 ans, sans problème, quoi. En même temps, au début du manifeste, un certain numéro 3, il y a un chapitre autobiographique, hein, où l'auteur se met en scène comme mal dans sa peau, rebelle, mais aussi fâché mal surtout. Et puis, il y a un retour sur les mouvements protestataires de l'époque, hein, des années 60-70, avec un jugement très, très sévère. Et entre autres, disant, on parlait fort parce qu'on n'avait pas grand-chose à dire. D'ailleurs, on n'a rien dit. C'est ce que je dis, oui. Ouais. C'est ce que je pense. C'est ça. Donc, on n'a rien dit dans le sens où on n'a pas changé la société. Et la société n'a pas changé. Enfin, la société, c'est un peu ce que... C'est ça l'histoire, le sentiment de l'histoire, c'est qu'il y a une continuité qui est notamment le libéralisme, quoi. Et le libéralisme, il existait, mais il ne s'était pas encore tout à fait exprimé, il n'osait pas tout à fait s'exprimer, mais il osait agir. Et donc nous, on n'a rien fait, nous, tous ceux qui n'étions pas d'accord, pour des raisons bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, parce que évidemment ceux qui voulaient instaurer un régime maoïste, c'est tout à fait discutable quand même en Occident. Mais c'était aussi mes camarades, je veux dire, pas au sens de leur organisation, de leurs idées, mais ils avaient mon âge. Et puis, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lu Marx. Quoi. J'ai lu Marx pour leur répondre. Parce qu'ils ne lisaient pas Marx, ils connaissaient que le manifeste du Parti communiste. Mais ils ne connaissaient pas la complexité de Marx. Quoi. L'idéologie allemande, tous ces textes qui sont quand même très compliqués, les manuscrits de 44, tout ça, qui sont d'une profondeur et qui sont des textes d'intuition, quoi. Je ferai une fois dans le manifeste, je pense que je ferai peut-être quelque chose sur Marx et Engels, quoi. Cette magnifique correspondance entre eux, cette amitié extraordinaire,
voilà, que personne ne connaît. C'est triste, quoi. J'avais une question pour Madame Lanotte. Ça m'intéressait beaucoup la place du jeu dans son roman, plutôt autobiographique, dont elle parlait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il n'y a pas une contradiction quand elle dit que le jeu dans la fiction demande beaucoup plus de rigueur, il faut mesurer la cohérence du personnage et tout. Et elle trouve que c'est plus difficile encore d'utiliser ce jeu dans son journal, par exemple. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Est-ce que ce n'est pas finalement beaucoup plus facile de parler de soi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cohérence pour parler de sa vie? Ou alors, est-ce que nos vies sont tout simplement cohérentes? Tu arrives à résumer ça, toi? Difficile. Also Sie sagten, dass das Ich, wenn man autobiografisch schreibt, dass es viel schwieriger ist, als wenn es eine Figur ist. Und also der Herr sagt, wieso ist es nicht einfacher, wenn man von sich selbst spricht? Das ist eine interessante Frage, weil in gewisser Weise ist es einfacher. Es ist weniger literarische Arbeit dabei am Anfang. Die Schwierigkeiten kommen dann später. Und natürlich gibt es dann noch eine ganz andere, sozusagen außerliterarische Schwierigkeit, dass man sich natürlich fragt, wer will das alles von mir wissen? Ich bin ja nicht interessant. Und das Bewusstsein, also wenn berühmte Männer Tagebücher schreiben, dann liest man die, weil die haben viel erlebt, sie sind wichtig, sie haben berühmte Leute getroffen und große Gedanken gedacht. Das ist völlig klar und dies ist in allem das Gegenteil. Ich habe zwar auch ein paar berühmte Leute getroffen, aber die passen nicht in das Buch. Attends, peut-être qu'on traduise avant d'aller plus loin. C'est une question intéressante d'abord, parce que d'une certaine façon c'est également difficile, mais surtout il y a une difficulté non littéraire dans le fait que finalement en quoi est-ce qu'une vie comme ça de quelqu'un pas très célèbre est intéressant. Il y a des journaux de gens célèbres, alors on peut espérer y trouver des pensées ou qu'ils ont fait des rencontres intéressantes. Madame Johansen a fait des rencontres intéressantes, ils ne sont pas là-dedans. Hein. Il s'agit vraiment d'elle et de son vécu. Voilà. C'est donc la question de se dire quelle est la légitimité de raconter tout ça. Es ist eben auch noch ein Problem, die Zweifel an der Arbeit sind so viel größer, wenn man von sich selbst erzählt. Ein Gefühl dafür, wie ein Buch, wie ein Roman oder eine Erzählung funktioniert, wenn es jemand anders ist mir jetzt viel geläufiger. Dies ist einfach sehr, sehr ungewohnt gewesen und hat mich sehr unsicher gemacht, aus Ungewohntheit in der literarischen Gattung. Ich dachte, ich bin hier jetzt wirklich auf Glatteis die ganze Zeit. C'était très glissant, c'était un sol gelé. C'était la question de la légitimité, oui. Et puis pour elle, il est beaucoup plus simple, peut-être parce qu'elle le maîtrise, faire un roman, le construire dans son entièreté, tandis que là, elle était totalement désécurisée par rapport à cette forme narrative qu'elle a adoptée, du journal. Beantwortet das Ihre Frage? Est-ce que ça répond à votre question? Je pense que la discussion est peut-être beaucoup plus large, c'est-à-dire sur la légitimité pour parler de soi. On dit aujourd'hui que beaucoup de gens écrivent vraiment pour parler d'eux, et peut-être pour des romancières ou des romanciers qui ont déjà parlé d'autres personnages fictifs, c'est beaucoup plus compliqué
pour eux de parler en fait de. Je pense que c'est peut-être là la question sur la légitimité, et je pense que ça va un débat plus. Also, geht es in dieselbe Richtung wie Sie, also dass man gewohnt ist, von anderen Figuren zu sprechen und auf einmal von sich selbst spricht, dann kommt die Frage der Legitimität dann viel stärker heraus. Danke, ja. Moi j'avais une question pour vous sur en vous lisant et en vous écoutant, il y a quelque chose qui m'apparaît qui est un système en contrepoint entre texte et images, deux figures qui sont antagonistes, qui se répondent, et je voulais savoir jusqu'où c'est quelque chose qui est recherché de votre part, et jusqu'où après c'est des hasards aussi, mais jusqu'où est-ce que c'est des choses que vous mettez en place pour qu'elles se neutralisent, pour qu'on ne soit pas dans un discours univoque? En tout cas, c'est ce que ça produit chez moi comme lectrice. Il y a des points de fuite, notamment par des choses qu'on ne sait pas très bien comment mettre ensemble, et du coup on prend un peu de recul par rapport à certains passages. Et après, dans le texte que vous avez lu, on est dans d'autres types d'emboîtements, mais moi je serais curieuse de vous entendre sur cette question des duos. C'est une fausse question. Non, mais ça ne veut rien dire de mettre des dessins ou de mettre des textes d'ailleurs. Je veux dire par là qu'il y a différentes façons d'écrire dans mes livres. Il y a, par exemple, si je raconte très linéairement la vie d'Ezra Pound, brièvement, en quelques pages, c'est un autre type d'écriture. C'est assez proche de la critique littéraire, dans le fond. C'est pas de la critique littéraire, mais c'est assez proche de la critique littéraire. C'est-à-dire j'essaye d'expliciter quelque chose, et je fais attention à être explicite. Et je peux écrire quelque chose de, entre guillemets, plus poétique, plus délirant, enfin délirant, j'aime pas ce mot, mais plus onirique, quoi, plutôt. Et dans le dessin, c'est pas la même chose. Il y a des dessins qui sont par exemple, il y a des dessins que je fais dans la nature. Tous les dessins où on voit les arbres, tout ça, c'est des dessins que je fais dans la nature. Et que ce soit au bord de la mer, des rochers ou des arbres, tout ça, au bord de la rivière. Ça, je vais dessiner dehors, parce que c'est des dessins qui sont presque, pas comment dire, c'est des dessins assez classiques en fait, ça, c'est académique, sauf que la façon de les traiter ne sont pas si académiques que ça, parce que j'ai regardé beaucoup de dessins, comme éditeur je connais vraiment bien l'histoire du dessin, et je sais qu'il y a une autre façon de dessiner les arbres que celles qui ont été utilisées, même si dans la façon de dessiner il y a peut-être quelque chose de proche de la gravure. Et donc dans ces formes du dessin, il y a aussi les dessins d'après une photographie, le portrait de Walter Benjamin. J'essaie de faire pas exactement la copie de la photographie, des fois j'utilise la photographie pour la détourner, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a plusieurs registres, comme il y a plusieurs registres dans le texte, quoi. Et donc c'est comme si, j'aime bien la comparaison avec le cinéma, c'est comme si le jeu des acteurs, l'image, c'était le texte, et que la musique du film, c'est le dessin. Donc, c'est-à-dire que c'est une façon d'appuyer ou de faire disparaître quelque chose. Des fois, le dessin, je pense qu'il prend le dessus par rapport au texte, et au fond, même la banalité du texte, parce que moi, je recherche aussi la banalité. Je trouve que c'est intéressant d'être dans une forme de banalité, y compris dans les dessins. Il y a des dessins où je trouve une banalité totale, mais ils sont nécessaires. C'est-à-dire que si on essaie de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si... Ouais, je n'arrive pas à dire plus que ça. C'est-à-dire Et d'écrire uniquement sur Ezra Pound sans avoir Walter Benjamin en face, ça aurait été faisable? Ben, c'est un autre projet, quoi. C'est-à-dire... moi, je ne veux pas faire une hagiographie de Walter Benjamin non plus. Moi, j'ai un regard très critique sur Benjamin, parce que je trouve que je ne partage pas son marxisme, pas du tout, et puis je dois dire que je ne comprends plus rien, et je l'ai compris peut-être il y a 30 ans, mais je ne comprends plus rien à ce que c'est que la dialectique, quoi. C'est quelque chose que
si on va dans la rue, qu'est-ce que vous pensez de la dialectique? Qu'est-ce que c'est la dialectique, quoi. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, un peu plus que 30 ans, voilà, et avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que c'était un critère pour beaucoup de gens, marxisants, quoi. Donc moi, je suis obligé de mettre des distances énormes par rapport à ça, parce que je ne peux pas rentrer, entre guillemets, dans le charabia de Walter Benjamin. Je suis obligé de m'en détacher, je ne peux pas rentrer... Il y a des chemins chez lui, encore une fois, il y a des intuitions, il y a des tas de choses chez lui, mais il n'y a pas tout, il n'y a pas tout, et chez aucun auteur. Pour le prochain manifeste, je vais revenir sur Nietzsche, je vais revenir sur Nietzsche éducateur, c'est-à-dire les premiers textes qu'il fait quand il est à Bâle, quand il est professeur, jeune professeur, et là, on ne peut absolument pas partager les idées complètement débiles de Nietzsche, quoi, qui sont vraiment, mais c'est terrifiant ces idées, quoi. Et alors c'est vrai que il faut parler de ça, il faut parler aussi pour, voilà, donc il faut faire des, enfin, c'est un peu comme, c'est comme le mouvement de la mer, quoi. C'est quelque chose comme, je sais pas, un livre, ça doit être, voilà, il y a des vagues, il y a des marées, il y a quelque chose comme ça, il y a tout à coup, le temps se gâte, et un livre, ça va être, pour moi, ça doit être comme ça, et d'autant plus si c'est 9 livres, ça va être encore plus comme ça. J'ai une question. Je ne connais pas du tout votre œuvre, et j'en suis désolée, donc ça m'a beaucoup plu de vous entendre, donc je vais m'y plonger, parce que j'aime beaucoup lire. Mais je me demandais s'il y a des figures féminines dans votre travail qui vous ont inspiré autant que Pavese, Nietzsche. Est-ce qu'il y a des pensées féminines à partir desquelles vous avez aussi travaillé? Puisque je ne connais pas, je vous pose la question bêtement. C'est pas encore. Il y a une présence, oui, de certains auteurs. Qui seraient lesquels? Je dirais qu'il y aura Marina Tsvetaeva, il y aura Emily Dickinson, il y aura parce qu'elles sont déjà dans mes livres, mais elles sont comme des points de suspension pour l'instant. Et il y aura, je pense, Flaherty O'Connor, Carson McCullers. Il y aura peut-être un récit, par exemple, de Carson McCullers, ça m'intéresserait beaucoup. Alors il y a Hannah Arendt qui est aussi un peu dans mes livres, et puis il y a les personnages qui sont... il y a Lou, il y a deux loups, il y a la Lou de Lou Salomé et il y a la Lou d'Apollinaire, qui sont... Il y a la femme de Joyce qui est très importante dans l'humour, et il y a Nadja dans le manifeste, il y a Nadja, et là je pense que ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de lui donner la parole à Nadja, parce qu'en fait quand on parle de Nadja, et moi je déteste la façon qu'a Breton de parler de Nadja, je déteste pas son livre, hein, mais je déteste sa façon, je déteste sa complaisance, quoi, son sentiment de supériorité. Et en fait, quand on lit les lettres de Nadja, que je cite dans le manifeste, et je la cite abondamment, et je prends son parti carrément, quoi. C'est très, très formellement dit. Et c'est elle la surréaliste. Elle est totalement surréaliste. Elle est l'être surréaliste. Mais elle n'est pas seulement surréaliste comme un objet surréaliste pour André Breton, ou un objet sexuel, ou un objet imaginaire, mais elle est surréaliste dans sa façon de vivre et dans son écriture. Parce que son écriture, c'est pas rien, cette écriture. Breton dit très méchamment de ses lettres que c'est du pot-au-feu. Mais tout est dit pour moi dans ce mépris. Et c'est important pour moi de dire ce qu'il disait et de faire entendre la voix de ce pot-au-feu, justement. Et de voir que ce n'est pas du pot-au-feu. Voilà, mais non, je reviendrai sur beaucoup de... Mais peut-être que je me souviens plus de tout ce que j'ai fait, donc peut-être j'ai parlé de certaines femmes, j'ai peut-être oublié, quoi. Pas tellement. Encore une remarque, une question, Sinon, je vous propose d'en rester là et de se retrouver en bas autour d'un verre.